Complètement de changer de sujet à présent en parlant de ce Big Bang qui attend les fonctionnaires sous l'ère Macron entre les plans de départ volontaires, les recours à davantage de contractualisation et puis les salaires au mérite. On en parle avec nos invités ce soir. Michel Soudet, merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à la revue Politis. Olivier Barbeau, président de l'Institut Sapiens. Et puis Léonidas Kalogeropoulos, vous êtes vice-président du mouvement patronal éthique, auteur de L'entrepreneurialisme et les nouvelles lumières d'une France qui ose. C'est aux éditions Fauve. Merci d'être avec nous. On va d'abord revenir sur les annonces du gouvernement hier, notamment de la part de Gérald Darmanin, avec ce sujet de Benjamin Dard. Tu viens pour le soin des ongles ? Oui. D'accord. Une nouvelle vie professionnelle, des nouveaux gestes. Marie-Christine Guillemont vient d'ouvrir son cabinet d'esthéticienne après 30 ans de carrière comme fonctionnaire à la mairie de Poissy. Quand la ville lui a proposé il y a 2 ans de partir, moyennant une indemnité, elle n'a pas hésité. Personnellement, j'étais plus épanouie. Donc, j'avais d'autres aspirations, dont esthéticienne, qui date depuis mon adolescence. J'arrivais sur mes cinquantaines, où j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. À la mairie de Poissy, ils étaient comme elle à l'origine une trentaine de candidats à un départ volontaire, avec à la clé un pécule pour envisager une reconversion professionnelle. Un dispositif avant-gardiste jusqu'ici réservé au secteur privé, mais seulement 3 fonctionnaires municipaux ont finalement franchi le pas. Alors le maximum qu'on peut toucher après 25 ans de carrière, c'est 76 000 euros. D'indemnité. Donc effectivement... c'est incitatif. Encore une fois, c'est bien le maximum. Donc ça peut être moins, et c'est là où ça peut ne pas être incitatif. Tout va donc dépendre du montant des indemnités de départ proposées, mais aussi de la possibilité ou non pour les fonctionnaires d'avoir droit au chômage. Seule certitude, la mesure ne visera pas les 5,5 millions de fonctionnaires. L'idée est plutôt de dire que lorsqu'une administration se transforme, lorsque des établissements publics sont amenés à fusionner, il peut y avoir des effectifs qui se retrouvent en doublon, qui gagneraient à être diminués. Le gouvernement commence dès la semaine prochaine les négociations avec les syndicats. Certains très remontés contre ce projet espèrent déjà mobiliser les fonctionnaires. Allez, réaction là-dessus, petit tour de table. Michel Soudet, bonne idée ou pas, ce plan de départ volontaire pour les fonctionnaires? On a vu qu'il y avait certains fonctionnaires qui n'étaient pas mécontents. Le niveau de chômage est suffisamment bas pour qu'on espère l'augmenter. C'est un plan social qui s'annonce. D'une autre nature que ceux qu'on a l'habitude de connaître. J'observe que c'est la rupture conventionnelle collective appliquée à la fonction publique. Mais où est le progrès, en question où sont les bonnes idées? Il y a toujours des gens qui sont volontaires. Vous savez, dans un hebdomadaire la semaine dernière qui traitait des revenus des gens, il y avait une dame qui expliquait qu'elle était à un très haut poste dans le marketing. Elle avait été licenciée à un moment, elle vendait des programmes de télé et elle a accepté un salaire nettement inférieur pour enseigner auprès de jeunes gens, et elle a l'impression d'être beaucoup plus utile. Elle gagne moins, mais elle a l'impression d'être plus utile. Donc des gens qui ont envie de changer, il y en a toujours. Oui. Mais est-ce que ça va dans le bon sens? Chacun a le droit de choisir son. Il est toujours possible de changer sans que là il y a une incitation forte à changer. Et on leur force la main? Je pense qu'on va quand même forcer la main à un certain nombre de gens par endroit. Il y a une annonce de diminution dans les services publics de 120 000 fonctionnaires d'ici 2022. Où va-t-on supprimer ces fonctionnaires? Il y a des endroits où on sait qu'il va y avoir des diminutions. À Météo France, moins 15% d'effectifs. Ça fait 500 personnes. On sait que des stations vont fermer, notamment à Chamonix, à Bourg-Saint-Maurice. Est-ce que vous croyez que la sécurité en montagne va en être améliorée? Réaction de Léonidas Kalogeropoulos. On a une situation qui est une situation dans laquelle on est en train de remettre le pays en mouvement, et on dit finalement aux fonctionnaires, l'esprit d'entreprise chez vous, ça a aussi sa place. Si vous avez des projets,
après tout, partir avec 76 000 euros, c'est le montant qui est indiqué comme un montant peut-être maximum, mais il y a aujourd'hui 650 000 nouveaux créateurs d'entreprises par an en France. Il y en a probablement dans la fonction publique qui peuvent avoir un projet, qui peuvent avoir constaté qu'il pouvait y avoir une utilité dans leur secteur pour changer d'activité. Eh bien, avoir une opportunité comme celle-là, partir pour créer un projet, créer peut-être des emplois, créer une nouvelle activité, c'est vraiment remettre de la dynamique. Et encore une fois, c'est volontaire. Alors, bien entendu, c'est volontaire et je ne comprends même pas que l'on puisse contester l'ouverture d'une nouvelle liberté. Il y a une liberté qui est de contractualiser, comme il y a effectivement pour les ruptures conventionnelles collectives, comme il y a eu pour le travail dominical, c'est volontaire. Et donc, c'est vraiment un paramètre, je crois, qui est très important parce que ça redonne la main aux différents acteurs. Olivier et Babot, ça met tout cela dans un véritable dialogue. Oui, à mon avis, c'est évidemment une bonne idée. En réalité, parce qu'on aligne en fait les fonctionnaires sur le domaine du privé, en quelque sorte. Avec le plan de départ. Alors, déjà, c'est prendre acte du fait qu'on n'est plus dans les 30 glorieuses. Qu'à un moment donné, où aujourd'hui, tout le monde sait, moi je vois les étudiants tous les jours, ils savent parfaitement qu'ils vont changer d'emploi 10 fois dans leur vie, qu'ils vont devoir se former toute leur vie, et peut-être qu'il faut commencer à se poser la question, est-ce que le statut du fonctionnaire qui fait que vous allez rentrer à 20 ans... 1947. Oui, c'est ça, et qui est toujours fondé sur l'idée que vous allez avoir le même emploi, avec les mêmes compétences toute votre vie. Et ça, aujourd'hui, c'est totalement absurde, et même l'État n'a pas besoin des mêmes compétences. On va sortir bientôt une étude chez Sapiens qui montre que, théoriquement, 1,6 million de postes vont devoir être remis en cause dans la fonction publique dû à l'évolution technologique. Parce qu'on parle toujours des entreprises, mais il y a aussi l'État, où les technologies vont remettre les choses en compte. Donc il va falloir changer les choses. Alors, les départs volontaires, ça va peut-être faire une petite partie. L'expérience de France Télécom, où vous avez fait ça, avait montré qu'il n'y avait pas eu beaucoup de départs. On pourrait même dire qu'il y a quasiment une sorte d'effet d'aubaine. C'est les plus compétents qui vont pouvoir partir, c'est ceux qui peuvent retrouver un emploi ailleurs. Les moins compétents, malheureusement, ils vont rester. Donc, à la limite, ce serait pas une Alors, on va idée. écouter justement... Mais les vrais départs, ils vont partir, en fait, la vraie baisse, pardon, du service public, enfin, des fonctionnaires, pardon, pas du service public, des effectifs, ça va être dû, en fait, au non-remplacement des départs à la retraite. 600 000 départs à la retraite d'ici dans les 5 ans qui viennent, ne pas en remplacer 120 000, ça me paraît pas extrêmement difficile. On va écouter justement ce que pensent les Français des fonctionnaires. Ils ont la garantie de l'emploi et puis ils se cassent pas trop la tête, ils ont leur salaire d'assuré. Et ceux qui travaillent dans les bureaux, eh bien, c'est pareil, ils sont trop payés par rapport à ceux qui sont vraiment sur le terrain et qui sont sous-payés, eux. Ouais. Réduire uniquement les choses à dire il y a trop de fonctionnaires ou alors on est des privilégiés ou des nantis, c'est un peu réducteur parce que il y a plusieurs fonctions publiques. Moi, je travaille dans la fonction publique hospitalière. Je n'ai pas l'impression d'être une nantie. Je dis qu'ils travaillent, ils font leur boulot comme d'autres, mais on leur fait un faux procès parce que la porte de la fonction publique est ouverte à tout le monde et tous ceux qui veulent essayer d'y rentrer peuvent y rentrer. Est-ce que c'est pas un peu le fond du problème, ce que disait la dame qui travaille dans la fonction publique hospitalière, de dire mais il y a certains secteurs où au contraire on a besoin de fonctionnaires. On a vu les prisons, on a vu les EHPAD, on a vu les tribunaux, on voit l'hôpital. Pas que l'on voit cette réforme comme étant une réforme contre les fonctionnaires. Il y a... C'est pourtant ce qu'elle est. Non, c'est pas ce qu'elle est. Mais si. Non, le fait est que, vous voyez, je peux défendre cette mesure et cette réforme est considérée qu'on a besoin d'une fonction publique, qu'elle est extrêmement utile, qu'on doit en être fier et qu'elle peut aussi, parce que c'est pas antinomique, être un service public qui est à l'équilibre et qui ne creuse pas les déficits. Et vouloir donner de la performance dans le service public, vouloir donner des perspectives d'efficacité, de croissance pour les fonctionnaires, c'est les respecter. Voire des salaires au mérite. Mais c'est un des autres aspects de la réforme. C'est de dire, et on les voit en ce moment pendant les crues, mais on voit des fonctionnaires qui sont absolument héroïques. Mais quelqu'un qui a passé 3 semaines à aller ne pas dormir, aller sauver les Français alors qu'il y a des crues un peu partout. Mais pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas une prime à l'issue? Enfin, il est normal, lorsqu'on est investi, lorsque on prend des initiatives, d'avoir peut-être des rémunérations qui sont différentes. Michel Soudet, il n'y a pas des secteurs où effectivement il pourrait y avoir moins de fonctionnaires et d'autres au contraire où il ne faut pas y toucher? Écoutez, où vous dites non, il ne faut pas y toucher de toute façon. Vous aviez une des personnes qui disait que ceux qui sont dans les bureaux, ils sont peut-être trop payés, et ceux qui sont sur le terrain, ils ne sont pas assez payés. La Cour des comptes a mis en cause à plusieurs reprises les salaires des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de Bercy, qui touchent des sommes faramineuses. Or là, effectivement, c'est eux qui vont essayer de refaire une RGPP,
on avait Nicolas Sarkozy qui faisait une réforme générale des politiques publiques avec des suppressions de postes de fonctionnaires. On a Emmanuel Macron qui appelle ça autrement, mais qui va faire la même chose. D'accord, mais vous ne répondez pas à la question. Est-ce qu'il n'y a pas des secteurs où il ne faut pas y toucher et d'autres où on pourrait, compte tenu aussi de l'évolution des techniques d'Internet... Il faut le dire. Dans quel secteur ? Est-ce que c'est dans l'éducation ? On parle des impôts, non, par mais exemple. Est-ce que c'est dans personne, ou l'éducation ? de moins en moins, fait sa déclaration d'impôt papier à vérifier. Maintenant, c'est directement sur Internet. Est-ce que là, il n'y a pas des économies à faire ? Et quand on veut, il y a peut-être dans les impôts un certain nombre de fonctionnaires en surnombre, mais on manque aussi gravement de contrôleurs. On parle régulièrement. Il n'y a pas de vase communicant entre un contrôleur et un contrôleur des. Il est dans les impôts. Ouais. Mais l'emploi public n'est pas un emploi à vie où on est dans une fonction où ça ne bouge pas. J'ai regardé les chiffres. Dans tous les secteurs de la fonction publique, il y a environ 5% de mobilité par an à l'intérieur de la fonction publique ou d'une fonction à une autre. 5%, c'est quand même pas extraordinaire. Mais pardonnez-moi. Mais 5%, c'est pas extraordinaire. Mais 5%, c'est de la promotion. Enfin, mais ça, petit à petit, non, de la mobilité. Vous aimez les chiffres. En Allemagne, qui n'est pas un pays totalement à l'abandon et déstructuré, il y a 55. Eh bien, écoutez, on va l'aborder. 55 fonctionnaires pour 1000 habitants. En France, 88 pour 1000 habitants. Et vous savez pourquoi ? Non, mais je sais en tous les cas que ce n'est pas performant. Et je voudrais comprendre pourquoi nous pourrions pas être d'accord pour nous dire ensemble que ça peut être plus performant. L'exemple de l'Allemagne, l'exemple de l'Allemagne est extrêmement intéressant parce qu'on a eu un rapport de France Stratégie au mois de décembre qui disait que le nombre de fonctionnaires n'est pas excessif en France. Et en quoi est-ce que France Stratégie qui donne un avis il citait exactement le cas de l'Allemagne, effectivement, avec le chiffre que vous venez de donner. Et ensuite, il regardait la dépense publique. La dépense publique en France et en Allemagne est quasi équivalente. Pourquoi il y a une différence ? Ça veut dire que les fonctionnaires allemands sont beaucoup plus payés ? Non, pourquoi il y a une différence ? C'est parce qu'ils ont un système de santé où, effectivement, ils ont une protection de santé qui est un peu équivalente. Regardez le graphique, là, la France est quand même très haute. Laissez-moi y aller, jusqu'au bout. Pour leur système de santé, ils n'ont quasiment pas de fonction publique hospitalière, eux. Ils passent des contrats avec le privé. D'accord. Donc, la dépense, elle est publique, mais ça ne rentre pas dans les effectifs de la fonction publique. Et donc, pardonnez-moi, mais je suis désolé. Et donc, vous préférez peut-être que l'on fasse des délégations de services publics, que ça permette des profits aux entreprises. Et alors, où est le problème ? Les entreprises, elles n'embauchent pas ? Qu'est-ce qu'il y a de honteux ? Parce que c'est inutile. Mais qu'est-ce qu'il y a Parce que quand il y a des si je peux dire un mot, si je peux dire un mot, excusez-moi, pardon. Olivier Babot. C'est pas idéologique. Honteux ou pas de passer des contractuels ou des contrats de service public ? C'est une réforme de bon sens. On confond toujours en France fonction publique et service public, comme si on ne pouvait pas avoir un service public sans qu'on ait des fonctionnaires avec des gens qui ont un poste à vie, qui sont sur le rôle de l'État pendant 70 ans, du moment où ils sont recrutés à 20 ans. C'est pas un peu caricatural ? C'est pas caricatural, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez un fonctionnaire devant vous. Je sais très bien comment ça fonctionne. Bon, tout le monde le sait, c'est le principe qui est fondé là-dessus. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous devez évoluer. Les besoins de l'État évoluent à grande vitesse. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus intelligent de recruter des contractuels avec des objectifs clairs, avec des rémunérations qui sont aussi plus performantes. Car les fonctionnaires, il est vrai, ne sont pas assez payés. Vous avez raison, sauf ceux de Bercy. Vous avez tout à fait raison. Et il y a des livres très intéressants sur le sujet. Le salaire moyen, c'est autour de 2200 et quelques, ce qui n'est pas loin du privé d'ailleurs. Par exemple, salaire moyen. Nos instituteurs, nos professeurs des écoles sont extrêmement mal payés. Dans tous les pays de l'OCDE, on fait partie des plus mal payés. Alors attendez. C'est tout à fait vrai. Si vous avez moins de fonctionnaires, vous pourrez mieux les payer. Toutes les fonctions publiques, dans les fonctions publiques, est similaire à la moyenne des salaires dans le privé, sauf dans la fonction publique d'État. Et notamment par tous les hauts salaires qui se trouvent dans les ministères ou dans les administrations. Mais les hauts salaires, il n'y en a pas des millions. Mais si, il y en a quand même. C'est une question. Alors, attendez, on écoute Emmanuel Macron là-dessus et puis vous réagissez juste après. On ne peut pas prétendre transformer le pays en disant l'action publique serait une espèce de citadelle protégée qui, elle, n'a pas à se transformer, n'a à s'adapter à rien. Ce serait faux. Ensuite, parce que nous pouvons faire mieux en réadaptant nos missions. Bien évidemment qu'on gardera le statut, mais il faut avoir une souplesse de gestion. Et donc, ça n'est pas la fin de la fonction publique. C'est les conditions de sa pérennité véritable. Bon, ils disent si on ne touchera pas au statut, mais si on n'évolue pas, on va dans le mur. Ils ont dit hier qu'ils allaient
toucher au statut d'une certaine façon, puisqu'ils allaient embaucher plus par des contrats. Oui, par des contrats. Par contractualisation. Donc, ceux qui ont déjà le statut, on ne touche pas. Quel est le nombre de contrats, de précaires dans la fonction publique? Est-ce que vous connaissez? Donnez-moi le pourcentage. Donnez-moi le pourcentage. C'est précaire. En fait, je comprends pas très bien parce que vous utilisez des mots, mais vous tordez la réalité. Un contrat, c'est un contrat. Tous les gens qui travaillent dans le privé sont des précaires. Alors, un contrat à durée déterminée. Il y a 20 millions de précaires en France parce qu'ils sont sous contrat. Enfin, pardonnez-moi, mais tout le secteur privé, dans une maison ici. Vous avez une vision assez étrange du travail. Pourquoi vous êtes précaire quand vous avez une mission à défendre la même chose? Ils ont le droit de parler aussi. Je peux peut-être expliquer la précarité. Allez-y. Le recours au contractuel, c'est-à-dire les CDD dans le privé, ou les contrats de chantier, comme on a créé maintenant, qui sont des trucs qui sont pas à durée indéterminée. Dans la fonction publique, il y en a déjà 21,7%. Dans le privé, il y en a 13%. Il y a plus de précarité dans la fonction publique que dans le privé. Parce qu'il y a le statut de la fonction publique qui fait que quand on a embauché quelqu'un, on en a pour 40 ans à le payer en comptant sa retraite. Donc effectivement, on essaie de recourir davantage au contrat pour avoir cette souplesse que le statut de la fonction publique ne permet pas. Et je ne vois pas en quoi le fait de donner des objectifs, de motiver, de donner des primes, qu'est-ce que c'est la richesse d'un pays? C'est lorsque des gens s'engagent et vont au bout de ce qu'ils font. Eh bien, les motiver à aller au bout d'un projet, à donner le maximum. Et à pouvoir changer dans leur vie. Et à pouvoir changer, à avoir des évolutions, avoir de nouvelles ambitions. En quoi est-ce que c'est autre chose que de leur donner une liberté et de respecter les fonctionnaires qui sont quand même au service de la nation? Et je trouve ça très très noble. Mais je pense que c'est un nouveau souffle. Vous semblez vouloir absolument défendre un système figé où si on touche à quelque chose, ça serait un scandale. On le touche pour le remettre en mouvement. C'est très positif. Alors justement, j'aimerais que vous écoutiez cette réaction de Benjamin Hamar de la CGT qui lui compare ce que veut faire Emmanuel Macron à du stalinisme. Rien que ça. Staline avait théorisé ça s'appelle la tactique du salami. Ça veut dire on s'attaque à ses ennemis tranche après tranche. Donc, il y a eu toutes les ordonnances où on a cassé le code du travail, en l'imposant aux salariés du privé, puisque je rappelle que 70% des Français estimaient que ces ordonnances étaient une régression. Et maintenant, on se tourne vers les fonctionnaires. Et on va leur dire comme musique de fond, coucou les feignasses, coucou les privilégiés, alors maintenant, bien évidemment, tout le monde fait des sacrifices, donc vous aussi. Donc, réaction là-dessus. Est-ce que c'est caricatural ou pas? En gros, les fonctionnaires seraient des feignasses pour Emmanuel Macron? Ce qui est excessif et sans force. Donc, je ne trouve pas que ça porte beaucoup. Il ne s'agit pas ici de faire le procès des fonctionnaires. À aucun moment, on accuse les fonctionnaires d'être paresseux. Et je n'ai pas l'impression que ça soit... Je ne suis pas là pour défendre le président, mais enfin, je n'ai pas l'impression que ça soit du tout le discours. Le discours, c'est introduisons du mérite, introduisons plus de flexibilité pour que l'État soit plus efficace, puisse mieux servir les gens, car l'État n'est pas au service des gens qui l'emploient, mais des gens qui le payent. Et rapprochons les fonctionnaires de techniques, on pourrait dire, de management, qui sont efficaces, qui permettent aux gens d'essayer de s'épanouir, quand même, dans son travail, parce qu'on essaye de faire des choses qui sont utiles. C'est pour ça qu'on évalue à 400 000 le nombre de burn-out sur une année. Enfin, sur 6 millions de fonctionnaires. Enfin, non, on ne parle pas des fonctionnaires, là. Parce que ce que vous voulez introduire dans la fonction publique, c'est le management par objectif ou toute chose. Attendez, mais la fonction publique, énorme dans l'éducation nationale où le statut la France est toujours ne gère là. Pas comme une entreprise. Le statut n'empêche pas le burn-out et n'empêche pas l'absence de sens. Et justement, c'est des positions telles que celles que vous les défendez, c'est-à-dire des positions extrêmement fermées, qui font qu'aujourd'hui, on a des fonctionnaires qui n'ont pas de perspective et qui en effet sont mal dans leur travail. Des DRH, si vous permettez. C'est ça qui est anormal. Quand vous dites qu'ils n'ont pas de perspective, effectivement, ils sont maltraités. Le gel du point d'indice, c'est quelque chose qu'on a vu pendant des années. Dans la vie. Mais attendez, ça suffit. Vous savez pas ce que c'est. Vous êtes dans une entreprise privée ou vous êtes dans un lobby pour entreprise privée. Des fonctionnaires qui sont pas augmentés. Je l'ai créé ma boîte. Vous avez raison. Des fonctionnaires qui sont pas augmentés. Ils n'ont pas été augmentés pendant pas mal d'années sous sous Sarkozy, Hollande. Il y a eu une petite augmentation pour la période électorale et de nouveau ils ne sont pas augmentés. Là, qu'est-ce qui s'est passé Parce que l'équation budgétaire est terrible. Oh, mais ça suffit, l'équation budgétaire, elle est ce que la politique décide, c'est-à-dire de faire un certain nombre de cadeaux à des gens qui n'en ont pas besoin, plus d'une dizaine de milliards, et ensuite on dit il y a un déficit. Bah oui, mais non, allez-y. Tout le monde, les ministres ont expliqué ces derniers jours. Tous les salariés ont pu constater une augmentation de leur salaire sur leur feuille de paye.
ce qui sous-entend que les fonctionnaires ne sont pas des salariés pour ce gouvernement. Et vous êtes dans une caricature. Allez-y, le mot de la fin. Que l'on évoque ensemble et sur lequel peut-être on pourrait tomber d'accord. Parce qu'après tout, peut-être qu'on peut essayer de tomber d'accord sur quelque chose. Parce qu'en l'occurrence, on est dans le même bateau, le même pays, et notre fonction publique, je pense qu'on veut la défendre. Et il y a 6 millions de personnes qui n'ont pas de DRH. Nous, dans nos entreprises, dès qu'on dépasse quelques dizaines de salariés, on a quelqu'un pour s'occuper des ressources humaines. Là, on a tous ces millions de personnes qui sont uniquement suivies par des points d'indice, par des échelles de salaire, comme si on n'avait pas cet accompagnement que l'on fait partout dans nos entreprises. Il y a quelque chose de très positif. Il y a 2 poids, 2 mesures pour vous, et ça va pas. Je pense que c'est une chance pour les fonctionnaires. Et je pense que c'est une réforme. Vous ne connaissez vraiment rien à la fonction publique. Bien, parce que dans la fonction publique territoriale, quand vous aviez un directeur général des services, c'est l'équivalent d'un DRH. Non, ce n'est pas l'équivalent d'un DRH. Et vous savez très bien que dans la fonction publique territoriale et celle nationale et celle des hospitalières, c'est totalement. Allez, on ne vous réconciliera pas ce soir. Merci beaucoup d'être venu en parler sur LCI. Tout de suite, un nouveau journal sur la chaîne Info.